Chassé de la fête de mon père par ma belle-mère qui me jugeait inutile, je suis parti après avoir transféré 17 millions sur le trust. Quelques minutes après, 56 appels manqués, ils sont tous à ma porte, désespérés. Sécurité. Faites sortir cette femme inutile. Ma belle-mère a dit cela dans un microphone devant 200 invités lors de la fête de retraite de mon père. Et mon père, debout à 3 marches de là dans son smoking Tom Ford sur mesure, regardait le sol et ne disait rien. Je suis sorti. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. Et en 47 minutes, j'avais annulé tous les comptes financés par la famille, transféré 17 millions de dollars dans une fiducie dont elle ignorait l'existence, et coupé mon téléphone. Quand je l'ai rallumé, il y avait 56 appels manqués, et toute ma famille se tenait devant ma porte d'entrée. Mais ils n'étaient pas là pour s'excuser. Ils étaient là parce qu'un document juridique qu'ils n'avaient jamais vu venait de faire s'effondrer 20 ans de planification minutieuse de ma belle-mère. Je m'appelle Sophie Moreau. J'ai 34 ans, et c'est la nuit où j'ai cessé d'être invisible. Maintenant, laissez-moi vous ramener 11 mois en arrière, au jour où j'ai reçu un email d'une femme morte. Mon père est Richard Moreau. Si vous avez traversé les banlieues au nord de New York et remarqué l'un de ces parcs de bureaux en verre et en acier qui semblent se multiplier chaque année, il y a de bonnes chances que son nom soit sur les permis. L'immobilier commercial. C'était son royaume. 35 ans à acheter des terrains, à construire des choses et à serrer la main d'hommes qui portaient des montres coûtant plus cher que la voiture de la plupart des gens. Il a annoncé sa retraite le printemps où j'ai eu 34 ans, et toute la ville a agi comme si un sénateur démissionnait. Mais ce royaume avait une fondation que la plupart des gens ne voyaient jamais. Ma mère, Catherine Aye, est morte quand j'avais 11 ans. Cancer des ovaires. 8 mois du diagnostic aux funérailles, et puis elle est partie, comme ça. Comme si quelqu'un avait soufflé une bougie au milieu du dîner. Ce dont je me souviens le plus, ce n'est pas l'hôpital ou le silence qui a suivi. C'est la table de la cuisine, ma mère assise en face de moi avec un rouleau de papier d'artisanat et un ensemble de crayons à dessin, m'apprenant à dessiner un plan d'étage. Elle esquissait les os d'un bâtiment, les murs porteurs, les solives, la géométrie cachée qui soutenait tout, et elle disait, « Tu vois, Sophie, tout ce qui est beau commence par la structure. » Je ne savais pas alors qu'elle était aussi architecte. Personne ne m'a dit que ce détail avait été enterré avec tout le reste la concernant. 8 mois après les funérailles, mon père a épousé Diane Hartwell. Je me souviens du matin exact où il me l'a dit parce que j'étais assise à cette même table de cuisine en train de dessiner un plan d'étage de notre maison de mémoire, et il s'est assis en face de moi et a dit, « Tu vas avoir une nouvelle mère, chérie. » J'avais 11 ans. Je ne savais pas comment dire, « Je n'en veux pas de nouvelles. » Alors je n'ai rien dit. C'était la première fois que je choisissais le silence. Ce ne serait pas la dernière. Laissez-moi vous parler de Diane. Diane Paxton née Hartwell était le genre de femme qui pouvait entrer dans une pièce et la réorganiser sans bouger un seul meuble. Elle le faisait avec le ton, le timing, avec le talent particulier de faire en sorte que chaque suggestion sonne comme une gentillesse et chaque commande sonne comme une question. Elle portait du tweed Chanel comme d'autres femmes portaient du jean, décontracté, constamment, comme si cela apparaissait simplement sur son corps chaque matin. Ses cheveux étaient toujours brossés, toujours blond miel, toujours exactement les mêmes. Je n'ai jamais vu Diane Paxton avoir l'air non préparé. Ce aurait dû être mon premier avertissement. Moins d'1 an après le mariage, la disposition des places à Thanksgiving a changé. Je suis passé de m'asseoir à côté de mon père à m'asseoir à la petite table dans la salle de soleil. Parce que tu es tellement plus à l'aise loin de la foule, n'est-ce pas, Sophie? Au bout de 3 ans, la carte de Noël de la famille présentait Diane, mon père et Meredith, la fille de Diane issue de son premier mariage, née 2 ans après moi. On m'a dit que le photographe avait manqué de temps avant mes photos solo. Au bout de 5 ans, ma chambre est devenue le studio de yoga de Diane. Mes affaires ont été emballées et déplacées dans la chambre d'amis. Tu vas bientôt partir à l'université de toute façon, a-t-elle dit. Aucun intérêt à gaspiller de l'espace. Diane présentait Meredith aux gens comme notre fille. Elle me présentait comme la fille de Richard d'avant. D'avant, comme si j'étais une ébauche que mon père avait depuis révisée. Et le bracelet d'amour Cartier à son poignet, 18 carats or. Celui que mon père lui a offert pour leur 10e anniversaire, j'ai appris plus tard qu'il avait été payé avec l'argent de la fiducie familiale, une fiducie construite en partie sur l'héritage de ma mère. Mais je ne le savais pas encore.
pas avant longtemps. Je suis devenu architecte de restauration. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, je ne vous en veux pas. La plupart des gens ne le savent pas, y compris ma famille. Je restaure de vieux bâtiments. Pas ceux qui font rêver, pas les pentousses de Manhattan ou les maisons de plage des Hantons. Je travaille sur ceux que tout le monde a oubliés. Une bibliothèque Carnegie délabrée dans la vallée de l'Hudson. Une caserne de pompiers du 19e siècle dans les Catskills. Une école à Bécon avec un toit effondré. Et 100 ans d'histoire dans ses murs. Je retire la décomposition, je trouve les os d'origine et je leur redonne vie. C'est fastidieux. C'est physique. Certains jours, je suis couverte de poussière de plâtre et je rampe dans les greniers avec une lampe de poche entre les dents. Je gagne 110 000 $ par an, ce qui est une vie parfaitement correcte. Mais dans le monde des moraux, où le contrat de sponsoring Instagram de Meredith valait 200 000 $ pour la publication de photos de sac à main, ma carrière était une blague. Noël dernier, au dîner de famille auquel j'avais été invité à contre-cœur, Meredith a annoncé son dernier accord de marque pendant que Diane rayonnait. Lorsque la table s'est tournée vers moi, Diane a penché la tête et a dit « Et Sophie, as-tu trouvé quelque chose de plus stable ?» Comme si j'étais à la recherche d'un emploi, comme si l'architecture de restauration était une phase, comme une année sabbatique qui avait duré une décennie. Mon père regardait son assiette. Il regardait toujours son assiette. J'ai conduit chez moi cette nuit-là dans mon Subaru Outback, 7 ans, 200 000 miles au compteur, payé. La Mercedes GLC de Meredith était garée à côté dans l'allée quand je suis parti. Elle avait tapoté mon capot en entrant et avait dit « Jolie voiture. Trais-toi. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste conduit. C'est ce que j'avais toujours fait. Conduire et ravaler et conduire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que 6 semaines plus tôt, la Société de préservation historique m'avait décerné son plus grand honneur pour le projet de la bibliothèque Carnegie. Je ne leur avais rien dit. J'avais arrêté d'offrir de bonnes nouvelles à des gens qui ne savaient que les diminuer. Ce projet, cependant, cette bibliothèque changerait tout. Je ne le savais juste pas encore. 11 mois avant la fête de retraite, j'étais agenouillé sur le sol de mon appartement à Brooklyn Heights, triant une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. C'était la boîte de ma mère, une chose en carton abîmé que j'avais transportée de la maison de Westchester à ma chambre d'université, à mon premier appartement. Et finalement, ici, un immeuble de 3 étages sans ascenseur avec des planchers qui grincent et une bonne lumière. À l'intérieur, le carnet de notes relié en cuir de ma mère, quelques-uns de ses crayons à dessin, une photo d'elle debout devant une maison à moitié construite avec de la sueur dans les cheveux, et le plus grand sourire que j'ai jamais vu. Et tout au fond, sous une pile de vieilles cartes d'anniversaire, une enveloppe scellée que je n'avais jamais remarquée auparavant. Elle était de couleur crème, papier épais. Sur le devant, dans l'écriture de ma mère, cette écriture penchée et confiante que je reconnaîtrais n'importe où. Il était écrit, pour Sophie quand elle sera prête. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une seule feuille de papier à lettres personnelles. Et c'est la partie qui a coupé ma respiration. La lettre indiquait, Catherine Aye. Aye Architecture et Préservation. Ma mère était une architecte agréée. Elle avait sa propre entreprise. Personne ne me l'avait jamais dit. Pas mon père, pas Diane, pas une seule personne en 23 ans. Sous l'entête, dans cette même écriture penchée, ma chère fille, il y a des choses concernant l'argent de notre famille que je veux que tu comprennes quand tu seras assez grande. J'ai pris des dispositions pour protéger ce qui est à toi. Monsieur Aldridge a tout. Trouve-le. Glissé derrière la lettre se trouvait une carte de visite. Thomas Aldridge, Esquire, fiducie et succession. Je suis resté assise sur le sol de mon appartement pendant un long moment. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché son nom. Thomas Aldridge avait 67 ans et exerçait toujours. Son bureau était à Midtown Manhattan, à 12 arrêts de métro de ma porte d'entrée. J'ai composé un email avec mon nom complet et les mots « Ma mère était Catherine Aye Moreau ». Elle m'a laissé une lettre. Elle m'a dit de vous trouver. Il a répondu en 2 heures. L'objet disait « J'attends cet email depuis 23 ans, mademoiselle Moreau ». Il a dit qu'il avait un document que je devais voir. Il a dit que cela ne pouvait être discuté qu'en personne. Et il a demandé à quelle vitesse je pourrais venir. J'y suis allé le lendemain matin.
Mais avant de vous parler de cette réunion, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos de mon père. Richard Moreau n'était pas un méchant. C'est ce qui rendait les choses bien pires. Un méchant, vous pouvez le haïr proprement. Mon père était quelque chose de plus compliqué. Un homme qui m'aimait mais n'avait pas le courage de le montrer quand cela lui coûtait quelque chose. J'ai un souvenir auquel je reviens plus que tout autre. J'avais 14 ans. Mon père est venu me chercher à l'école un mardi. Sans raison, il s'est juste présenté et m'a conduit à l'ouest de la ville où un magnifique vieux bâtiment en pierre était en cours de démolition. Nous nous sommes assis dans la voiture et avons regardé la boule de démolition se balancer. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit, « Ta mère se serait battue pour sauver ce bâtiment. » C'était la dernière fois qu'il mentionnait son nom. Après cela, Catherine Moreau est devenue un fantôme dans sa propre maison. Ses photos ont disparu des couloirs. Ses livres ont été emballés. Son nom a été remplacé par celui de Diane dans chaque phrase, chaque tradition, chaque toast. Et mon père l'a laissé faire, une gomme à la fois, parce que les larmes de Diane étaient plus fortes que mon silence. 3 semaines avant la fête de retraite, je l'ai appelé. Je voulais prendre un café, juste tous les deux. Il a dit oui immédiatement, et pendant une demi-seconde, j'ai ressenti quelque chose de chaud et d'inconnu. Puis mon téléphone a sonné 10 minutes plus tard. La voix de Diane. L'emploi du temps de votre père est très chargé en ce moment, Sophie. Peut-être après la fête. Une semaine plus tard, l'invitation est arrivée. Papier cartonné Crâne et compagnie, lettrage en feuille d'or, célébrant 35 ans d'excellence, Richard Moreau, organisé par Diane Paxton et Meredith Paxton. Mon nom était imprimé comme Sophie Paxton Hartwell. Le nom de jeune fille de Diane, lié au mien comme une marque. J'ai décidé que j'irais, mais d'abord j'irais voir Thomas Aldridge. 3 semaines avant la fête, Diane a commencé à construire sa scène. J'ai remarqué le premier mouvement un lundi. J'avais envoyé un message au chat de groupe familial, quelque chose de petit, demandant à quelle heure nous devions arriver au lieu, et le message est resté là, livré mais sans réponse pendant 3 jours. Jeudi, j'ai ouvert e-message et j'ai réalisé que le fil était mort. Aucun nouveau message, aucune activité du tout. J'ai envoyé un SMS à Meredith séparément. Le chat de la famille est cassé? Elle a répondu 4 heures plus tard. Oh, maman en a fait un nouveau. Ça devait être un bug. Il n'y avait pas de bug. Il n'y a jamais de bug avec Diane. J'ai appelé le coordinateur d'événements de l'hôtel Whitmore, une femme nommée Janelle qui s'occupait de la logistique de la fête. Je lui ai donné mon nom et j'ai dit que je voulais confirmer mon RSVP. Il y a eu une longue pause. Je suis désolé, je n'ai pas Moreau sur la liste des invités. Pourriez-vous être un accompagnateur? J'ai senti le sol se dérober sous moi. Pas la surprise, la reconnaissance. J'avais vu ce schéma auparavant. La lente précision mécanique d'être effacée. Mais cette fois, la machinerie tournait plus vite. J'ai appelé Diane directement. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Elle le faisait toujours parce que Diane ne voulait jamais avoir l'air de vous éviter. Sophie, quelle surprise. Je ne savais pas si tu viendrais compte tenu de tout. Elle a laissé les pauses s'installer. Une ellipse chargée, impliquant une condition honteuse que je devrais déjà connaître. Mais s'il te plaît, ne porte pas une de tes tenues de travail. C'est en tenue de soirée. J'ai dit que j'y serais. Elle a dit qu'elle demanderait à quelqu'un d'ajouter mon nom. Ce soir-là, j'ai vérifié la carte American Express Platinum que mon père avait mise en place pour moi quand j'ai eu 18 ans. Une carte familiale liée à la fiducie pour les urgences. Elle était toujours active. Et pour la première fois, j'ai regardé la structure du compte et j'ai réalisé que chaque carte, chaque adhésion à un club, chaque police d'assurance dans la famille Moreau était liée à la même fiducie, le même pool d'argent. Et je commençais à comprendre dont était réellement cet argent. 2 semaines avant la fête, je suis allé à Westchester pour offrir en cadeau de retraite anticipée à mon père. Je voulais le voir sans le bruit, sans la performance, juste fille et père. J'avais passé 3 mois à restaurer une aquarelle architecturale originale de la première propriété commerciale que mon père avait achetée en 1989. J'avais retrouvé le plan d'origine aux archives du comté, stabilisé le papier, réencadré dans du noyer récupéré. C'était, pensais-je, le genre de cadeau qui disait « Je vois qui tu étais avant tout ça ».
Mon père l'a ouvert dans le salon. Ses yeux se sont adoucis. Ses doigts ont effleuré le verre. Pendant un moment, il était ailleurs. Quelque part avant Diane, avant les invitations en feuille d'or et le tweet Chanel. Sophie, a-t-il commencé. Diane est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a jeté un coup d'œil au rendu encadré comme on jette un coup d'œil à un dessin d'enfant sur un réfrigérateur. C'est gentil, Sophie, mais nous avons déjà les murs pleins. Meredith a commandé un portrait de votre père. Huile sur toile par un vrai artiste. Mon père a posé mon cadeau sur une table d'appoint. Il ne s'est pas battu pour elle. Il ne s'est jamais battu pour rien qui soit à moi. Diane l'a guidé vers la cuisine. Je suis resté seul dans le salon et j'ai regardé la cheminée. Au-dessus du manteau, le portrait que Meredith avait commandé était accroché, huile sur toile, cadre doré. Il montrait mon père assis dans un fauteuil en cuir. Diane debout derrière lui, une main sur son épaule, Meredith à ses côtés, souriante. La composition était complète. Il n'y avait pas d'espace vide, pas de place pour quelqu'un d'autre. J'allais partir quand j'ai entendu la voix de Diane derrière la porte de la cuisine, basse et rapide. Elle va faire une scène à la fête, Richard. Tu sais comment elle est. Elle va mentionner sa mère et tout gâcher. Peut-être devrions-nous préparer la sécurité. La réponse de mon père était à peine audible. C'est ma fille, Diane. Et la réponse de Diane était parfaitement claire. Exactement. Et les filles devraient connaître leur place. Je suis parti par la porte d'entrée, mais en passant devant le bureau de Diane, je l'ai vu sur son bureau, un dossier en manille avec le logo d'un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas et les mots au projet d'amendement de fiducie imprimés sur la languette. Je ne me suis pas arrêté. Je ne l'ai pas ouvert, mais je l'ai vu et je me suis souvenu. Meredith m'a appelé le samedi suivant, pas pour prendre de mes nouvelles. Meredith n'appelait jamais pour prendre de mes nouvelles, mais parce qu'elle avait besoin d'un deuxième avis sur sa tenue pour la fête. J'ai dit oui parce qu'à 34 ans, je disais encore oui à des gens qui ne demandaient jamais comment j'allais. Nous nous sommes rencontrés chez Burdorf Goodman, 5e avenue, 8e étage, le genre d'endroit où l'air lui-même sent cher et où les vendeuses se souviennent de votre nom si vous dépensez assez. Elle se souvenait de celui de Meredith. Elle a essayé cette robe en 90 minutes. Une Oscar de la Renta en soie ivoire, une Valentino rouge foncé, une Marchesa perlée qui coûtait plus cher que mon loyer mensuel. Chacune était apportée sur un cintre en velours par une assistante nommée Claire qui l'appelait Mademoiselle Moreau et la traitait comme une petite royauté. Le total tournait autour de 12 000 $. Meredith n'a pas cligné des yeux. Elle a tendu une carte noire liée, comme tout, à la fiducie familiale, et Claire l'a emportée avec un sourire. Quand je me suis approché du comptoir pour payer une paire de chaussures, des escarpins noirs simples, 200 $ de mon propre compte, Claire a regardé ma carte, puis moi, et a dit « Et vous êtes ?» Meredith a ri. Pas méchamment, exactement. Pire, distraitement, comme si la réponse était évidente. C'est ma demi-sœur. Elle restaure de vieux bâtiments, physiquement avec ses mains. La façon dont elle l'a dit, avec ses mains. Comme si le travail était un petit passe-temps pittoresque, comme si les ampoules et la poussière de plâtre et les poutres centenaires que j'avais sauvées de l'effondrement étaient en quelque sorte moins réels qu'une robe de 12 000 $ facturée à l'argent de quelqu'un d'autre. Sur le chemin du retour, Meredith a livré le message que j'attendais. Sophie, maman pense que tu ne devrais pas faire de discours à la fête. Il vaut mieux que tu y assistes, c'est tout. Tu sais, papa n'aime pas être émotif en public. Je n'ai pas répondu. J'ai juste conduit. C'est ce que j'avais toujours fait. Conduire et ravaler et conduire. Les sacs de Jimmy Choo de Meredith bruissaient doucement sur la banquette arrière. Mon seul sac Nordstrom Rack était posé sur le sol, coincé entre mes pieds à un feu rouge comme quelque chose qui essayait de ne pas prendre trop de place. Une semaine avant la fête, j'ai déjeuné avec une femme nommée Hélène Marsh. Hélène avait été la plus proche amie de ma mère, l'une des rares personnes dans ma vie qui disait encore le nom de Catherine à voix haute, naturellement, comme si elle était une personne réelle et non une note de bas de page. Nous nous sommes rencontrés dans un bistrot français de l'Upper East Side. Le même où ma mère m'emmenait pour le brunch du dimanche quand j'étais petite. Nappe blanche, casserole en cuivre sur le mur, un serveur qui se souvenait encore que Catherine commandait toujours le croque-madame. J'ai commandé la même chose. Hélène était plus silencieuse que d'habitude.
Elle n'arrêtait pas de réarranger ses couverts. Finalement, à mi-chemin de son deuxième verre de Sancerre, elle l'a dit. « Sophie, est-ce vrai que tu as été renvoyée de ton travail ?» J'ai posé ma fourchette. « Qui te l'a dit ?» Diane. Au déjeuner du club de jardinage la semaine dernière, elle a dit que tu avais des difficultés. Aucun revenu stable. Que tu dépendais de ton père. Elle a dit. Hélène a fait une pause, visiblement mal à l'aise. Elle a dit que tu avais des difficultés de santé mentale, que tu repoussais tout le monde, que la famille essayait d'aider, mais que tu n'acceptais pas. Elle t'a appelé, et je suis désolé de le dire, la fille glaciale. Je suis resté très immobile. Je n'avais pas été renvoyé. Je n'avais jamais dépendu de mon père pour un seul dollar depuis le jour où j'étais parti à l'université. Et ma santé mentale, bien que certainement mise à l'épreuve par 23 ans de Diane Paxton, n'était pas un sujet que j'avais jamais discuté avec qui que ce soit dans ce club de jardinage. Diane construisait une histoire. Elle l'ensemençait dans chaque cercle qui comptait. Le club de jardinage, les conseils d'administration des œuvres de charité, les épouses du country club, afin que lorsque la fête de retraite arrive, tout le monde croit déjà au récit. Sophie Moreau est instable, non invitée et indésirable. De cette façon, lorsqu'elle serait retirée de la fête, personne ne s'interrogerait. Il hocherait la tête et murmurerait, pauvre chose. Ce n'était qu'une question de temps. Hélène a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Je ne l'ai pas cru, Sophie. Ta mère était la femme la plus forte que je connaisse, et tu es sa fille. J'ai serré la main d'Hélène et quelque chose en moi qui se pliait depuis très longtemps a finalement cessé de se plier et a commencé à se redresser. La nuit avant la fête, je me suis assise seule dans mon appartement. Il faisait calme de la manière dont Brooklyn devient tard un vendredi. Sirène lointaine, un chien qui aboie à 3 bâtiments de là, le faible ronronnement du radiateur qui avait besoin d'être réparé depuis novembre. Je me suis assise dans le fauteuil que j'avais trouvé lors d'une vente de succession et passé 4 week-ends à restaurer, une tasse de camomille refroidissant sur la table d'appoint. Et j'ai regardé la photo de ma mère sur le mur. Catherine Aille, 31 ans, debout sur un chantier de construction avec de la sueur sur ses bottes et un plan roulé sous le bras, riant de quelque chose hors champ. Vivante, j'ai pensé à ne pas y aller. Je pouvais rester ici dans mon appartement, dans mon calme, dans ma vie soigneusement construite et les laisser avoir leurs fêtes et leurs portraits et leurs récits. Je pouvais avaler celui-là aussi. J'étais doué pour avaler. Mais ensuite j'ai regardé sa lettre épinglée sur le tableau en liège au-dessus de mon bureau. Trouve-le. J'avais trouvé. Je connaissais maintenant la vérité sur la fiducie, sur ses 17 millions de dollars, sur les dispositions que ma mère avait écrites dans la loi avant que le cancer ne la prenne. J'avais les documents. J'avais l'autorité. J'avais Thomas Aldridge prêt. Je n'avais rien utilisé parce que je voulais donner à mon père une chance de plus. Si Richard Moreau se tenait à côté de moi à cette fête, s'il me présentait à ses collègues, s'il disait mon nom comme un père devrait le faire, je remettrais les documents dans le tiroir et ne parlerais jamais d'eux. Je lui offrais le test le plus facile du monde. Choisis ta fille. Juste une fois. J'ai sorti ma robe. Bleu nuit, lignes épurées, coupe impeccable. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien qui réclame l'attention. J'ai ouvert ma boîte à bijoux et j'ai pris les boucles d'oreilles en perles Mickey Moto de ma mère, la seule chose à elle que Diane n'avait pas réussi à réclamer. Je les ai tenues dans ma paume et j'ai senti leur poids. Frais, lisse, incroyablement stable. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Thomas Aldridge. Si j'ai besoin de toi demain, ai-je dit, peux-tu exécuter dans l'heure? Sa voix était calme, précise, posée. Tout est prêt depuis 23 ans, mademoiselle Moreau. J'ai réglé mon réveil à 7 heures. J'ai accroché la robe à l'arrière de ma porte et j'ai dormi profondément, clairement, de la manière dont vous dormez quand vous arrêtez enfin d'espérer et commencez à décider. L'hôtel Whitmore un samedi soir d'octobre est le genre d'endroit qui vous fait vous sentir mal habillé même si vous portez votre meilleure tenue. Lustre en cristal de la taille de petite voiture. Sol en marbre italien poli jusqu'à un éclat miroir. Le personnel en tenue de soirée portant des plateaux d'argent de champagne qui captaient la lumière comme de l'or liquide. La grande salle de bal avait été transformée. Table ronde drapée de lin belge blanc, centre de table d'hortensia blanc et de rose or pâle. Un quatuor de jazz live dans le coin jouant du Cole Porter avec le genre de précision sans effort que l'argent achète.
200 invités, partenaires commerciaux, amis de golf, mondains de Westchester, des gens dont les noms de famille apparaissent sur des ailes d'hôpitaux et des dotations universitaires, se pressaient et murmuraient et trinquaient sous une bannière qui disait « Bravo à Richard Moreau ». 35 ans de construction d'héritage. J'ai donné mon nom à la réception. La jeune femme a vérifié sa liste, a fait défiler, a vérifié à nouveau. Son sourire a vacillé. Moreau. Sophie, je suis désolé. Je ne vois pas. Oh, attendez. Ici. Elle a pointé avec son stylo. Vous avez été ajouté hier. Hier. 200 invités confirmés des mois à l'avance. Et j'ai été ajouté hier, glissé dans la marge comme une faute de frappe que quelqu'un aurait rattrapée à la dernière minute. Merci, ai-je dit, et je suis entré. Cela m'a frappé par vagues. Les murmures, pas des cris, pas des accusations, des murmures. Le genre qui voyage à travers une heure de cocktail comme un courant d'air sous une porte. Un groupe de femmes près du bar, champagne à la main, jetant un coup d'œil dans ma direction. C'est la fille glaciale. Un homme en costume à rayures se penchant vers sa femme. J'ai entendu dire qu'elle était sans emploi depuis des mois. Une autre voix à moitié cachée derrière un arrangement d'hortensia. Elle n'arrive à rien de bien. Les graines de Diane étaient en fleurs exactement à l'heure. J'ai gardé le dos droit. J'ai continué à marcher. J'ai balayé la salle à la recherche de mon père et je l'ai trouvé près de la petite scène au fond de la salle de bal, debout entre Diane et Meredith, souriant pour un photographe qui les disposait en portrait de famille. Richard, Diane, Meredith, 3 personnes, parfaitement composées, parfaitement éclairées. Le photographe a pris ses clichés. Personne n'a cherché après moi. Personne n'a appelé mon nom. Et du coin de l'œil, j'ai remarqué 2 hommes en costume sombre positionnés près de l'entrée de la salle de bal. Des oreillettes de sécurité. L'un d'eux a jeté un coup d'œil à Diane, puis à moi, et a déplacé son poids. Ils me surveillaient. On leur avait dit de me surveiller. Je me suis frayé un chemin à travers la salle de bal. C'est une chose étrange de marcher à travers une foule qui a été préparée à vous voir comme un problème. Chaque sourire ressemblait à un tressaillement. Chaque épaule tournée semblait délibérée. J'ai passé une table des anciens partenaires commerciaux de mon père, des hommes que je connaissais depuis l'enfance. Et pas un seul d'entre eux n'a dit bonjour. Le récit de Diane avait fait son travail. Je n'étais plus la fille aînée de Richard Moreau. J'étais l'histoire d'avertissement sur laquelle on m'avait briefé. J'ai atteint le petit cercle autour de mon père. Richard m'a vu en premier. Son visage a fait quelque chose de compliqué. Un éclair de chaleur rapidement suivi de quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il a ouvert la bouche, mais avant que les mots ne sortent, la main de Diane était sur son épaule, ses doigts pressant le tissu de son smoking comme une laisse tendue. Sophie, a-t-il réussi? 5 mots. Les mêmes 5 mots que vous diriez à un collègue que vous reconnaissez à peine. Diane s'est tournée pour me faire face. Elle était radieuse, robe en soie crème, cheveux relevés, diamant à sa gorge, ce sourire particulier qu'elle portait quand elle était sur le point de faire couler le sang. Sa voix était juste assez forte pour que le cercle de 15 personnes autour de nous entende chaque syllabe. Sophie, quelle surprise. Je ne savais pas si tu viendrais, compte tenu de tout. Elle a laissé les pauses atterrir. Ses yeux balayaient le groupe comme si elle invitait les gens à combler le vide avec n'importe quelle rumeur qu'ils avaient déjà entendue. Puis, plus doucement, presque tendrement. Eh bien, ne fais pas tout à ton sujet, d'accord? Ce soir, c'est la famille qui compte. La famille? Le mot est tombé comme une gifle. Meredith est apparue au coude de Diane, fraîche de quelque part. Un nouveau collier Tiffany à sa clavicule. 8 000 $ de platine et de diamants captant la lumière du lustre. Elle a regardé ma robe avec le genre de sourire spécifique qui est en fait un inventaire. Sophie, j'adore la robe. Elle est de la saison dernière? J'ai laissé passer. Je n'étais pas venu pour Meredith. J'ai regardé mon père. Papa, puis-je te parler un instant seul? Les yeux de Richard ont bougé vers moi. Je l'ai vu, l'instinct, le tressaillement du oui. Son corps s'est penché d'un demi-pouce dans ma direction. Puis la main de Diane s'est resserrée sur son bras. Richard, les Henderson attendent. Tu pourras parler à Sophie plus tard.
Sa voix était de la soie sur de l'acier. Mon père s'est redressé, a regardé Diane, a regardé moi, puis il s'est retourné et a marché vers les Henderson, Diane le guidant comme un gouvernail. Je suis resté seul au milieu de 200 personnes. Une femme âgée que je ne reconnaissais pas est passée, s'est arrêtée, et a dit à sa compagne, pas assez discrètement. Pauvre chose. Diane m'a dit qu'elle avait des difficultés. Tellement dommage. Sa mère était merveilleuse. Sa mère était merveilleuse. Oui, elle l'était. Et elle m'a laissé plus que quiconque dans cette pièce ne le comprenait. Je dois vous ramener maintenant, 3 semaines avant cette fête, à un mardi après-midi à Midtown Manhattan. Le bureau de Thomas Aldridge était au 14e étage d'un immeuble d'avant-guerre sur Madison Avenue. L'ascenseur était lent, le couloir était sombre, et la porte était en chêne massif avec une plaque en laiton qui n'avait pas été mise à jour depuis les années 90. À l'intérieur, cela ressemblait exactement à ce que vous imagineriez être le bureau d'un avocat spécialisé en fiducie s'il exerçait depuis 40 ans et ne voyait aucune raison de redécorer. Des étagères du sol au plafond, des volumes reliés de droit successoral, un bureau en acajou enseveli sous des dossiers soigneusement empilés, et sur le mur derrière sa chaise, une photographie encadrée de ma mère, plus jeune que je ne l'avais jamais vue. Debout devant un bâtiment avec un casque de chantier et un sourire. Aldridge avait 67 ans, les cheveux argentés, délibérés. Il parlait de la manière dont les avocats prudents parlent. Chaque phrase pesait avant d'être relâchée. « Votre mère m'a engagé en 2003, a-t-il dit, quand elle a appris le cancer pour la première fois. Elle voulait s'assurer que ses actifs, spécifiquement l'héritage qu'elle a apporté dans le mariage de la famille Aye, seraient protégés pour vous. Il a placé un document sur le bureau entre nous, 40 pages, relié en cuir, la signature de ma mère à l'encre bleue sur la dernière page. L'accord de fiducie de 2004. Il me l'a expliqué en anglais simple parce que ma mère lui avait demandé de le faire 23 ans à l'avance. Catherine Aye était entrée dans le mariage avec 17 millions de dollars de richesse familiale héritée. Cet argent a été placé dans la fiducie familiale Moreau, mais avec une distinction juridique cruciale. Il était désigné comme fonds ségrégé, mis à l'écart, légalement séparé du reste des actifs de la fiducie, même s'il se trouvait dans le même compte. Votre mère a signé un amendement en 2006, a poursuivi Aldridge, faisant glisser un deuxième document vers l'avant, 6 mois avant son décès. Il vous désignait, Sophie Catherine Moreau, comme seule bénéficiaire des fonds ségrégés, effectifs à votre 30e anniversaire. Aucune co-signature requise. Aucune approbation de fiduciaire nécessaire. J'ai fixé la page, l'écriture de ma mère dans la marge, pour ma fille. Mon père est-il au courant de cela? J'ai demandé. Aldridge a marqué une pause. Le genre de pause qui vous dit la réponse avant que les mots n'arrivent. Votre père était présent lorsque la fiducie originale a été établie. Il a toujours su. La porte s'est ouverte sur la pièce. Et Diane, Madame Moreau, l'actuelle Madame Moreau, n'a jamais été informée. L'accord de fiducie ne lui a jamais été communiqué. Elle semble croire que la totalité des 42 millions de la fiducie appartient à la famille en général. Il a croisé les mains. Elle a contacté mon cabinet et le gestionnaire fiduciaire, une femme nommée Rebecca Stone, demandant l'accès aux dispositions de la fiducie. Madame Stone a correctement refusé. 17 millions de dollars. Ma mère avait construit un mur autour d'eux avec du papier, de l'encre et de la prévoyance, et il avait tenu pendant 23 ans. Que se passe-t-il, ai-je dit lentement. Si je retire, les 25 millions restants ne couvriront pas les prêts que votre belle-mère a autorisés en utilisant la totalité des 42 millions comme garantie. La banque émettra un appel de marge. Je suis resté avec ça un long moment. Je ne vais rien signer aujourd'hui, lui ai-je dit. Il a haussé un sourcil. Donnez-moi jusqu'à après la fête. Je veux voir si mon père me choisit. Aldridge a regardé la photo de ma mère sur le mur, puis de retour vers moi. Votre mère, a-t-il dit, comprendrait. J'ai quitté son bureau avec une copie des 2 documents dans un dossier et quelque chose que je n'avais pas porté depuis des années. Un choix. Maintenant, vous savez ce que je savais quand je me tenais dans cette salle de bal. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Les discours ont commencé à 20h30. Diane a pris le microphone en premier. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle s'est tenue sur la petite scène dans sa robe en soie crème, les diamants brillant sous les projecteurs, et a prononcé un discours qui était, à tout prendre, impeccable.
Elle a remercié les invités, a loué les 35 ans de travail de Richard, a appelé Meredith sur scène pour une accolade qui a suscité une admiration collective de 200 gorges. Elle a parlé de famille, de loyauté, des personnes qui font vraiment d'une maison un foyer. Elle n'a pas dit mon nom. Elle n'a pas regardé dans ma direction. Le nom de Catherine n'a pas été mentionné une seule fois. Lorsque les applaudissements se sont estompés, je me suis levé. Je n'allais pas faire de discours. Je voulais juste marcher jusqu'au devant, donner à mon père son cadeau, une petite boîte en velours contenant une boussole en laiton que j'avais minutieusement restaurée, la même que ma mère lui avait donnée quand ils étaient jeunes et amoureux, gravée de ses initiales, CH. Et dire quelque chose de calme, quelque chose de privé, quelque chose qui était à nous. J'étais à 10 pas de la scène quand Diane m'a vu arriver. Son expression n'a pas changé. C'est la chose dont je me souviens le plus. À quel point elle était contrôlée. Elle s'est penchée vers le microphone et d'une voix aussi claire et calme qu'une cloche de dîner, elle a dit « Sécurité ». La salle de bal a murmuré, les têtes se sont tournées. Puis elle l'a dit. Chaque mot précis, chaque syllabe conçue pour porter. Veuillez retirer cette femme. Elle n'a pas été invitée et elle crée un trouble. 200 personnes se sont tues. Le quatuor de jazz s'est arrêté. Même le barman a fait une pause à mi-verre. Chaque paire d'yeux dans cette pièce s'est tourné vers moi, debout seul dans l'allée centrale, tenant une petite boîte en velours, portant les perles de ma mère. J'ai regardé mon père. Richard Moreau était à 3 marches du microphone, à 3 marches de sa femme, à 3 marches de sa fille. Il a regardé Diane, il m'a regardé, puis il a regardé le sol. Il n'a rien dit. Les 2 gardes de sécurité sont apparus de chaque côté de moi. Celui de ma gauche a parlé doucement. Madame, on nous a demandé de vous escorter. La salle regardait. Certains ont détourné le regard. D'autres non. Meredith, près de la scène, avait son téléphone levé. En train de filmer, j'ai réalisé, filmant sa sœur en train d'être escortée hors de la fête de retraite de leur père. J'ai posé la boîte en velours sur la table la plus proche. Je ne l'ai pas lancée. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai posée doucement, comme on poserait quelque chose qu'on aime et qu'on laisse derrière soi. Puis j'ai regardé mon père une dernière fois et j'ai dit, pas fort, pas avec colère, juste assez clairement pour que les gens proches entendent. Je suis venu pour toi, papa. Pas pour elle, mais je vois ton choix. Je me suis retourné. J'ai marché vers la sortie, le dos droit, les yeux secs. Les perles Mickey Moto de ma mère captaient la dernière lumière du lustre alors que je passais les doubles portes dans le hall derrière moi. J'ai entendu la voix de Diane revenir au microphone. Je suis tellement désolé pour cela, tout le monde. Où en étions-nous? Le quatuor de jazz a recommencé à jouer avant que les portes ne se ferment derrière moi. L'air d'octobre m'a frappé comme de l'eau froide. Je me tenais sur les marches avant de l'hôtel Whitmore, marches de marbre, lisses et pâles sous les lampadaires, et écoutais la musique étouffée s'échapper des murs derrière moi. Cole Porter, rire, le tintement des verres de champagne, un monde qui continuait sans interruption, comme si une femme n'avait pas été escortée hors de la célébration de son propre père par 2 hommes avec des oreillettes. Je me suis assise sur la marche supérieure. La pierre était froide à travers le tissu de ma robe. Je pouvais voir mon souffle dans l'air. À l'intérieur, la salle de bal brillait chaude et dorée à travers les fenêtres du sol au plafond. Dehors, la lumière était bleu-blanc et mince. Le genre de lumière qui rend tout honnête. J'ai regardé mon reflet dans l'écran de mon téléphone, les boucles d'oreilles en perles de ma mère, mon propre visage, composé, stable, mais en dessous, quelque chose se fissurait le long d'une faille qui était là depuis que j'avais 11 ans. Je me suis accordé 60 secondes. 60 secondes pour tout ressentir. Toute cette humiliation. Le silence là où la voix de mon père aurait dû être. La connaissance que 200 personnes m'avaient vu être effacées puis étaient retournées à leur champagne. 60 secondes pour chaque mot avalé. Chaque Noël à la petite table. Chaque fois que j'avais conduit à la maison et que je m'étais dit que ça n'avait pas d'importance. Puis je me suis levé parce que ma mère ne m'avait pas élevé pour m'asseoir sur les marches des autres. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Rebecca Stone. Elle a décroché à la première sonnerie. Je l'avais prévenue que cet appel pourrait arriver ce soir. Rebecca, c'est Sophie Moreau. Je suis prête à procéder au transfert des fonds ségrégés ce soir.
Sa voix était stable, professionnelle, non surprise. J'aurai besoin de votre signature numérique et du code d'autorisation de Monsieur Aldridge. Je peux exécuter dans les 45 minutes suivant la réception des deux. Vous les aurez dans 10. J'ai raccroché. La musique de la salle de bal a gonflé derrière les portes vitrées. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai appris ce qui s'est passé à l'intérieur de la salle de bal ensuite grâce à Hélène Marsh, qui est restée jusqu'à la fin et s'est souvenue de tout. Diane est retournée au microphone comme si rien ne s'était passé. Elle a lissé son discours comme elle lissait tout, d'une main légère et d'une volonté de faire. La famille, c'est la loyauté, a-t-elle dit à la salle, sa voix chaude et certaine. Et ce soir, nous célébrons un homme qui a tout construit à partir de rien. À partir de rien. Comme si 17 millions de l'héritage de Catherine n'était rien. Comme si la fondation sous la fondation n'existait pas. La salle a applaudi. Le champagne a coulé. Meredith a publié son histoire Instagram depuis la scène. Un gros plan d'elle et de Diane joue contre joue. Avec la légende, la famille d'abord. Aucune mention de la sœur qui avait été escortée dehors 5 minutes plus tôt. Hélène m'a dit que quelques invités se sont déplacés inconfortablement sur leur siège après mon départ. Une femme à la table 6 s'est penchée vers son mari et a murmuré, ça ne semblait pas juste. Un juge à la retraite nommé Harold Forester a posé son verre de champagne et ne l'a pas repris. Mais personne n'a parlé. Personne ne s'est levé. C'est ça, les pièces remplies de gens polis. La politesse n'est qu'un autre mot pour la complicité quand quelqu'un est traîné dehors devant vous. Richard était assis à la table d'honneur. Il n'a pas mangé. Il n'a pas parlé pendant le toast que son partenaire commercial lui a offert. Hélène a dit qu'il n'arrêtait pas de regarder la boîte en velours que j'avais laissée derrière moi, assise sur une table près de l'allée, intacte, comme un petit monument à quelque chose de cassé. Il ne l'a pas ouverte. Diane s'est penchée vers un homme qu'Hélène reconnaissait comme l'un des partenaires immobiliers de Richard et a dit, discrètement, mais pas assez discrètement. Sophie a toujours été difficile. Catherine l'a gâtée, mais nous avons fait de notre mieux. Le récit a tenu. La salle a cru. La fête a continué. Et pendant qu'ils dansaient et buvaient et se disaient que tout allait bien, j'étais assise dans ma voiture sur le parking de l'hôtel, sur le point d'appuyer sur un bouton qui allait tout changer. Mon ordinateur portable était déjà dans la voiture. Je l'avais apporté ce soir-là comme un chirurgien apporte un scalpel, espérant ne pas l'utiliser, près si elle devait le faire. Je l'ai ouvert sur le siège passager. L'écran illuminait l'intérieur de mon Subaru d'une lumière bleu pâle tandis que le parking de l'hôtel Whitmore s'étirait, sombre et calme autour de moi. À l'intérieur du bâtiment, 200 personnes dansaient. Dehors, c'était juste moi, un point d'accès Wi-Fi et 23 ans de silence atteignant finalement leurs limites. J'ai composé un appel de conférence. Thomas Aldridge a décroché en premier, puis Rebecca Stone. Code d'autorisation, a dit Aldridge. Il l'a lu. 12 caractères alphanumériques, calmes et précis, comme s'il lisait un bulletin météo. Ceci autorise le transfert des fonds ségrégés de la fiducie familiale Moreau vers la fiducie irrévocable Sophie Moreau conformément à l'accord de fiducie de 2004 et à l'amendement de 2006. Rebecca a confirmé la réception. Mademoiselle Moreau, j'aurai besoin de votre signature numérique sur le document DocuSign que j'envoie maintenant. Mon téléphone a vibré. J'ai ouvert l'email, lu chaque ligne parce que ma mère m'avait appris que tout ce qui est beau commence par la structure, et j'ai signé. Traitement, a dit Rebecca, achèvement estimé à 45 minutes. Pendant que j'attendais, j'ai fait le reste. 3 cartes American Express Platinum. Diane et Meredith étaient des utilisatrices autorisées sur des comptes liés à la clause de garantie de la fiducie. L'adhésion au club de pays, les polices d'assurance supplémentaires, tout était lié au même pool de fonds qui était sur le point de diminuer de 17 millions de dollars. Lorsque le solde de la fiducie est tombé en dessous du seuil de la clause, le système automatisé de la banque a gelé tous les comptes liés. Je n'annulais rien par dépit. J'observais l'arithmétique faire ce que l'arithmétique fait. À 21h47, Rebecca a rappelé. Transfert terminé. 17 42 316 $ et 78 cents. Les fonds sont dans votre fiducie, mademoiselle Moreau. J'ai fermé mon ordinateur portable. Je suis resté dans le noir un instant et j'ai écouté ma propre respiration. Puis j'ai coupé mon téléphone, démarré le moteur et conduit jusqu'à Brooklyn.
Quand j'ai rallumé mon téléphone 40 minutes plus tard, il y avait 12 appels manqués. Au moment où je l'ai posé sur mon comptoir de cuisine, le nombre était de 29. Au moment où j'ai fini de préparer du thé, c'était 56. 56 appels. Il ne m'avait pas appelé 56 fois au cours des 23 dernières années combinées. Voici à quoi ressemblent 56 appels de l'autre côté. À 21h52, 5 minutes après que le transfert ait été compensé, Meredith a essayé d'acheter une tournée de boissons pour ses amis au bar de la salle de bal. Sa carte a été refusée. Elle a ri, embarrassée, et a sorti une deuxième carte. Refusée. Une troisième. Refusée. Le sourire du barman est devenu raide. Les joues de Meredith sont devenues rouges. À 21h58, le téléphone de Diane a vibré avec une notification du cabinet fiduciaire. Le genre de notification qui arrive en gras avec le mot urgent dans l'objet. Action requise. Mouvement important d'actifs dans la fiducie familiale Moreau. Veuillez contacter votre gestionnaire de compte immédiatement. Diane s'est écartée de la piste de danse. Elle a appelé Rebecca Stone directement. Rebecca, professionnelle, neutre, liée par le protocole fiduciaire. Madame, un bénéficiaire a exercé son droit de retirer les fonds ségrégés en vertu de l'accord de fiducie original. Je ne suis pas autorisé à divulguer plus de détails par téléphone. Hélène m'a dit plus tard qu'elle avait vu la couleur s'échapper du visage de Diane en temps réel. C'était comme regarder un écran s'éteindre. D'abord le sourire, puis le calme, puis la certitude. Tout a disparu en l'espace d'un seul appel téléphonique. Diane s'est dirigée directement vers Richard, lui a saisi le bras et l'a tiré dans un coin tranquille près du vestiaire. « Que as-tu fait » a-t-elle sifflé. Richard l'a fixé. « De quoi parles-tu » Diane a ouvert le portail de la fiducie sur son téléphone. Ses doigts tremblaient. Le solde du compte, qui ce matin affichait 42 millions de dollars, affichait maintenant 24 957 683 dollars et 22 cents. Et dans le journal des transactions, une seule ligne, retrait de fonds ségrégés, bénéficiaire, Sophie et Moreau. Le visage de Richard est devenu gris. Le verre de champagne de Diane était toujours dans sa main. Elle ne l'avait pas posé depuis le discours. Ses doigts tremblaient autour de la tige. Et pour la première fois en 23 ans, la femme qui contrôlait chaque pièce où elle entrait avait l'air d'avoir perdu le sol sous ses pieds. Cette petite. Elle s'est interrompue, a baissé la voix. Elle ne peut pas faire ça. Richard, appelle-la maintenant. Il a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a appelé encore et encore et encore. J'étais déjà à la maison au moment où les appels ont commencé à s'accumuler. Mon appartement à Brooklyn Heights est un immeuble de 3 étages sans ascenseur dans une maison en pierre construite en 1891. Moulure d'origine, plancher de bois franc déformé, une cuisine à peine assez grande pour 2 personnes et une bouilloire. Je l'ai choisi parce que les plafonds font 10 pieds de haut et que les fenêtres font face à l'est, et chaque matin, la lumière traverse comme si elle avait été filtrée à travers du miel. J'ai restauré moi-même les étagères encastrées. Du sol au plafond, chêne blanc, et je les ai remplis de livres d'architecture, de romans et de quelques objets qui n'ont pas de catégorie mais qui semblaient justes. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je l'ai laissé vibrer. Les messages sont arrivés par vagues. Meredith d'abord, paniquée. Sophie, qu'as-tu fait? Puis Diane, plus de velours, plus mesuré. Tu n'as aucun droit. C'est de l'argent de famille. Puis Meredith à nouveau. Mes cartes ne fonctionnent pas. Sophie, ce n'est pas drôle. Puis Richard, le plus simple et celui qui a fait le plus mal. Sophie, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Puis Diane, tranchante comme du verre brisé. J'appelle notre avocat. Tu le regretteras. J'ai regardé l'écran s'allumer et s'éteindre. S'allumer et s'éteindre comme un moniteur cardiaque pour une famille en arrêt cardiaque. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai pris un bain. J'ai enlevé la robe bleu nuit et je l'ai accrochée soigneusement à l'arrière de la porte de la salle de bain. J'ai détaché les boucles d'oreilles en perles de ma mère et je les ai posées sur la coiffeuse. Je suis entré dans l'eau chaude et je suis resté là jusqu'à ce que ma respiration ralentisse et que la vapeur adoucisse les bords de tout. Quand je suis sorti,
j'ai mis un pull et j'ai préparé du thé à la camomille et je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai regardé la photo de ma mère sur le mur. Catherine aille riant sur un chantier de construction couverte de sueur, complètement vivante. J'ai fait ce que tu as demandé, maman, ai-je dit à la pièce vide. J'ai trouvé lui et j'ai trouvé ce que tu as laissé pour moi. Le téléphone avait cessé de sonner. 56 appels au total. J'ai vérifié l'heure, 23h08. Puis l'interphone a sonné. J'ai regardé l'écran de l'interphone. Ils étaient là, tous les trois, debout sur le perron de ma maison en pierre à 23h15 un samedi soir d'octobre. Richard dans son smoking, cravate desserrée, visage de la couleur du béton humide. Diane toujours dans sa robe en soie crème, le mascara coulant sur ses deux joues en filet sombre, serrant son sac Hermès comme une bouée de sauvetage. Et Meredith, un demi-pas derrière, serrant son téléphone contre sa poitrine avec ses deux mains, les yeux gonflés et rouges. Pendant 23 ans, j'étais allé vers eux, vers leur maison, leur dîner, leur fête, leurs conditions. J'avais conduit à Westchester et m'étais assise à la petite table et avais souri à travers des commentaires conçus pour me rétrécir. J'avais sonné à leur porte comme une invitée dans ma propre famille. Maintenant, ils étaient chez moi. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je suis resté à l'interphone et je me suis permis de regarder, vraiment regarder l'image sur cet écran. Diane Paxton, qui n'avait jamais visité mon appartement en 7 ans, se tenait sur mon perron avec du mascara sur le visage et de la panique dans la posture. Il y avait quelque chose dans cette image que je devais absorber avant d'ouvrir la porte. J'ai marché jusqu'au tiroir de mon bureau et j'ai sorti le dossier, les copies de l'accord de fiducie et de l'amendement, la confirmation de transfert de Rebecca Stone, et un autre document, quelque chose que je n'avais mentionné à personne encore. Quelque chose que je portais depuis ma rencontre avec Aldridge. Je l'ai glissé au fond du dossier. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir du couloir. Pull en cachemire, cheveux lâchés, pas de maquillage. Propre. Simple. À moi. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone. Monter. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je l'ai ouverte avant qu'il n'atteigne le palier. Diane était la première à monter les escaliers, talons claquant sur le vieux bois, prenant déjà une inspiration pour ce qu'elle avait répété dans la voiture. Elle a franchi mon seuil et a commencé. Comment oses-tu? J'ai levé une main, pas de façon dramatique, juste assez. Tu es à ma porte, Diane. Baisse la voix ou pars. Elle s'est arrêtée à mi-mot, à mi-inspiration. C'était, je pense, la première fois en 23 ans que quelqu'un disait non à Diane Paxton sur un perron. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé une langue que je ne savais pas comprendre. Je me suis écarté. Entrez, mais c'est moi qui parlerai ce soir. Ils se sont assis dans mon salon comme des gens assis dans le bureau d'un médecin quand la nouvelle est déjà mauvaise. Richard a pris le fauteuil près de la fenêtre, celui que j'avais retapissé en lin olive le printemps dernier. Il semblait ratatiner dans son smoking. Un homme construit pour les salles de conférence maintenant compressé dans un appartement de Brooklyn qui sentait la camomille et les vieux livres. Diane est restée debout. Elle a refusé de s'asseoir. Se tenir debout était un contrôle, et elle n'était pas prête à abandonner cela. Meredith s'est perchée sur le bord du canapé, les bras croisés, le téléphone serré dans une main, ne regardant personne. Diane a tiré la première. Tu as volé à cette famille. Cet argent appartient à ton père. J'ai ouvert le dossier sur ma table basse. Je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas élevé la voix. J'avais passé ma carrière à découvrir les structures originales des bâtiments, à trouver les murs porteurs sous des décennies de mauvaises rénovations. Et c'est exactement ce que j'allais faire maintenant. Cet argent, ai-je dit, 17 millions de dollars n'a jamais appartenu à mon père. J'ai fait glisser l'accord de fiducie sur la table. 40 pages, reliées en cuir, la signature de ma mère à l'encre bleue. Il appartenait à ma mère. Catherine Aye Moreau, votre prédécesseur. La pièce s'est contractée. Les yeux de Diane se sont verrouillés sur le document comme s'il s'agissait d'une arme pointée sur sa poitrine. L'accord de fiducie de 2004, j'ai continué, rédigé par Thomas Aldridge, exécuté par ma mère avant la progression de son diagnostic. Il désigne 17 millions de dollars, son héritage familial du domaine Aye, comme fonds ségrégés au sein de la fiducie familiale Moreau, légalement séparés, mis à l'écart, à moi. La voix de Diane est sortie mince. C'est un faux.
Richard, dis-lui. Elle s'est tournée vers mon père. Richard fixait le document sur la table. Il n'a pas levé les yeux. Il n'a pas nié. Le silence dans la pièce était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. Tu le savais, ai-je dit. Pas une question. N'est-ce pas, papa? La gorge de mon père a bougé. Ses mains ont saisi les accoudoirs du fauteuil. Quand il a parlé, sa voix avait la qualité craquelée de quelque chose qui avait été scellé pendant très longtemps. Ta mère. Elle l'a dit avant de tomber malade. J'aurais dû te le dire. Diane s'est tournée vers Richard comme si elle avait été frappée. Tu savais? Il n'a rien dit. Mais son silence était sa propre confession. 23 ans. Enfin audible. J'ai placé le deuxième document sur la table. Amendement de 2006 signé par ma mère 6 mois avant sa mort. Il me nomme Sophie Catherine Moreau comme seule bénéficiaire des fonds ségrégés. Effectif à mon 30e anniversaire. Pas de co-signature, pas d'approbation de fiduciaire. J'ai 34 ans. J'ai exercé mon droit légal ce soir. Je me suis assise. Les documents étaient posés entre nous sur la table basse. Entre ma tasse de camomille et les mains tremblantes de Diane. Je n'ai rien volé, Diane. J'ai récupéré ce qui a toujours été à moi. Les documents sont là. Vous êtes la bienvenue pour les lire. Diane a lu vite. J'ai regardé ses yeux balayer les pages, les feuilleter, chercher la fissure, la faille juridique, l'erreur. Elle n'en a trouvé aucune. Ma mère avait été méticuleuse. Aldridge avait été méticuleux. 23 ans d'architecture juridique construit pour tenir. Quand Diane a levé les yeux, elle avait changé de tactique. La fureur avait disparu, remplacée par quelque chose que j'avais vu 100 fois. Le tremblement du menton, l'élargissement prudent des yeux, la main tremblante pressée contre sa clavicule. Mode victime. Sa performance la plus pratiquée. Richard, a-t-elle respiré, se tournant vers mon père. Elle est en train de déchirer cette famille. Après tout ce que j'ai fait pour cette famille, pour elle, je l'ai coupée. Pas avec le volume, avec l'information. En parlant de ce que tu as fait, Diane, je sais pour l'amendement de fiducie que tu as rédigé. La performance s'est effondrée. C'était instantané, comme regarder un masque se fissurer au milieu. Sa main est tombée de sa clavicule, sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. La pièce est devenue un silence de vide. Il y a 3 semaines, ai-je dit, j'étais à la maison. J'ai vu le dossier sur ton bureau. Un projet d'amendement d'un cabinet d'avocats conçu pour me retirer en tant que bénéficiaire des fonds ségrégés et les transférer à Meredith. La tête de Meredith a claqué. Quoi? J'ai également confirmé avec le cabinet fiduciaire que vous les avez appelés à plusieurs reprises pour demander l'accès aux dispositions de la fiducie de ma mère. Des détails que Rebecca Stone a correctement refusé de partager avec vous parce que vous n'avez pas le statut légal pour les recevoir. Diane a abandonné les larmes. Ce qui les a remplacées était quelque chose de brut. La colère véritable, dépouillée de toute la soie. Et alors? Cet argent est là depuis 20 ans sans rien faire. Meredith le mérite plus que toi. Au moins, elle contribue à cette famille. Maman, arrête. La voix de Meredith était petite mais nette. Une fissure dans un mur que je n'attendais pas. Diane ne l'a pas entendu ou a choisi de ne pas le faire. J'ai regardé ma sœur, puis Diane à nouveau. Meredith mérite quoi exactement? 17 millions de dollars que ma mère a gagnés, que les parents de ma mère ont construits sur 3 générations. Pourquoi? Des contrats de sponsoring Instagram facturés à une fiducie qui n'est pas la sienne. La voix de Richard a fait surface, faible. Sophie, ça suffit. Je me suis tourné vers lui. J'attendais ça. La chose qu'il disait toujours, assez. Son mot préféré. Le mot qu'il utilisait chaque fois que la vérité se rapprochait trop du confort. Non, papa. Tu n'as pas le droit de dire assez ce soir. Tu as perdu ce droit quand tu as regardé 2 gardes de sécurité me faire sortir d'une salle de bal et n'as rien dit. Le silence après cela était différent des autres. Ce n'était pas le silence de la composure ou du contrôle. C'était le silence d'un homme entendant pour la première fois le coup de sa propre lâcheté. La main de Diane s'est déplacée vers son sac Hermès.
Elle a sorti le dossier en manille, le même que j'avais aperçu sur son bureau, et l'a brandi comme un bouclier. Cet amendement est parfaitement légal, et Richard allait le signer. Il ne peut pas, ai-je dit. Les fonds ségrégés sont déjà à mon nom. Ils le sont depuis 2006. Cet amendement a été rédigé pour modifier quelque chose sur lequel Diane n'avait aucune autorité, pour des actifs auxquels elle n'avait aucun droit, en utilisant une disposition qui n'existe pas. Votre avocat aurait dû vous le dire, à moins que vous ne leur ayez pas donné la pleine image. Diane m'a fixé. Le dossier tremblait dans sa main, une arme devenue papier. J'ai laissé le silence tenir un moment. Puis j'ai expliqué ce qui allait se passer. Pas avec émotion, pas avec satisfaction, mais de la manière dont j'expliquerais les calculs de charges lors d'un projet de restauration. Fait, structure, arithmétique. Quand j'ai retiré les 17 millions ce soir, le solde de la fiducie est tombé de 42 millions à 25. Mais au cours des plusieurs dernières années, Diane, utilisant sa position de cofiduciaire, a autorisé des prêts garantis par la pleine valeur de la fiducie, effet de levier immobilier. La dette totale en cours garantie par la fiducie est d'environ 38 millions de dollars. La tête de Richard s'est soulevée lentement. Il ne connaissait pas le chiffre. Je pouvais le voir sur son visage. L'expression spécifique d'un homme qui avait signé des choses sans les lire parce que sa femme lui disait que c'était réglé. La clause de prêt de la banque exige que la fiducie maintienne une couverture de garantie minimale de 1h1. À 21h47 ce soir, le ratio de couverture est d'environ 66%. 13 millions de dollars de moins. La banque a déjà gelé les comptes liés, les cartes de crédit, l'adhésion au club de pays, les polices d'assurance supplémentaires. Un appel de marge formel suivra dans les 72 heures. Meredith a chuchoté. C'est pour ça que m'écarte. Oui. La voix de Diane était une lame. Tu as planifié ça. Tu as planifié ça pour nous détruire. Je l'ai regardé à travers ma table basse, à travers les documents de fiducie, à travers le thé froid, à travers 23 ans. Non, ai-je dit, j'ai planifié de venir à la fête de mon père, de lui donner une boussole qui appartenait à ma mère et d'espérer pendant une soirée me sentir comme sa fille. Tu as planifié une humiliation publique. Tu as prévu d'être retiré par la sécurité. Tu as planifié un amendement frauduleux pour prendre mon héritage. J'ai simplement arrêté d'attendre que tu fasses ce qu'il faut. Puis j'ai tendu la main dans le dossier et j'ai sorti le dernier document. Celui que je portais depuis ma rencontre avec Aldridge, celui que je n'avais montré à personne. C'était un email imprimé sur du papier ordinaire envoyé 6 mois plus tôt du compte personnel de Diane à son avocat et accidentellement mis en copie cachée à Thomas Aldridge, dont l'adresse email était toujours enregistrée comme fiduciaire en exercice dans le système du cabinet. Je l'ai lu à haute voix, chaque mot. Nous devons agir rapidement avant que Sophie ne découvre les dispositions de la fiducie de Catherine. Richard n'a pas le courage de nous arrêter. La pièce est devenue sans air. Richard a tendu la main vers l'impression. Il l'a lu une fois, puis à nouveau. Puis il l'a posée sur la table et a regardé sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Pas la femme en soie crème qui organisait sa vie et gérait son emploi du temps et lui disait qu'en sourire. Mais la femme qui avait écrit « Richard n'a pas le courage » dans une phrase conçue pour voler l'argent de sa femme morte à sa fille vivante. Diane, a-t-il dit. Sa voix était à peine audible. Est-ce réel? Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Son visage a répondu pour elle. L'expression spécifique et indéniable de quelqu'un pris non pas dans un mensonge, mais dans la vérité. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit calmement. C'est de l'arithmétique. Et ça, j'ai hoché la tête vers l'email sur la table, c'est qui elle est. Ce qui s'est passé ensuite a été le son d'une structure qui échoue. Pas tout d'un coup. Pas l'effondrement dramatique que l'on voit dans les films. Le genre lent. Le genre que j'ai vu 100 fois dans mon travail. Quand un bâtiment s'est tenu sur une fondation compromise pendant des décennies et qu'un jour une seule poutre cède et que tout ce qui est au-dessus se déplace. Diane a tendu la main vers l'impression de l'email comme pour l'enlever de la table pour annuler les mots. Richard l'a retiré. Elle a pivoté et c'était là encore. Le tremblement du menton, les yeux luisants, la main sur sa gorge. Elle te manipule, Richard, tout comme Catherine l'a toujours fait. Mon père s'est levé. En 23 ans, je n'avais jamais vu Richard Moreau se dresser contre Diane. Il s'était soumis. Il avait reporté.
Il avait regardé son assiette et avait laissé le silence faire le travail de l'accord. Mais quelque chose dans cette phrase, tout comme Catherine, a frappé un mur à l'intérieur de lui qu'il ne savait même pas être encore debout. « Arrête » a-t-il dit. Sa voix tremblait, mais les mots étaient de pierre. Dis son nom. Diane s'est arrêtée. Sa bouche était ouverte. Aucun son n'est sorti. Pour peut-être la première fois de leur mariage, elle n'avait pas de réponse préparée parce qu'elle n'avait jamais imaginé en avoir besoin. Meredith s'est levée lentement du canapé. Son visage était taché et mouillé, mais sa voix était plus stable que celle de ses deux parents. Sophie, a-t-elle dit. Je ne savais rien de la fiducie, de l'amendement, rien de tout cela. J'ai regardé ma sœur, ma demi-sœur, l'enfant d'or, celle à qui on avait tout donné ce qui m'avait été refusé. Et j'ai vu sous le collier Tiffany et le maquillage coulant de larmes, une femme de 26 ans debout dans l'épave de la seule histoire qu'elle avait jamais entendue sur sa famille. Je crois que tu ne savais rien de la fiducie, Meredith, mais tu savais ce que ça faisait de regarder ta sœur être effacée des photos de famille. Tu savais ce que ça voulait dire quand je m'asseyais à la petite table tous les Thanksgiving. Tu le savais et tu n'as rien dit. Elle a fermé les yeux, a hoché la tête une fois. Mon père a fait un pas vers moi. Sophie, je suis désolé. J'ai laissé les mots se déposer. Je ne me suis pas précipité pour le réconforter. Je n'ai pas dit que ça allait parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas depuis 23 ans et prétendre le contraire serait une autre forme de silence. Je sais que tu le hais, papa. Mais désolé ne suffit plus. J'ai besoin que tu fasses quelque chose. Il a attendu. Je l'ai exposé clairement, simplement, de la manière dont ma mère l'aurait fait. 4 conditions. Premièrement, les 17 millions restent dans ma fiducie. Ce n'est pas négociable. Deuxièmement, l'amendement rédigé par Diane est détruit complètement. Confirmation notariée qu'il a été annulé. Troisièmement, tu gardes ton propre avocat. Pas l'avocat de Diane, le tien. Quelqu'un qui expliquera ta situation financière réelle sans que personne n'édite les chiffres. Quatrièmement, je suis prête à reconstruire une relation avec toi, mais elle sera sur un pied d'égalité avec des limites claires, et elle ne passera pas par Diane. J'ai fait une pause. Ce ne sont pas des punitions, papa. Ce sont les conditions minimales pour que je te fasse à nouveau confiance. Richard a regardé les documents de fiducie sur la table, l'impression de l'email, la boîte à boussole qu'il n'avait pas encore vue, celle que j'avais laissée à la fête. Puis il m'a regardé. D'accord, a-t-il dit calmement. Sans négociation, Diane a attrapé son sac. Ce n'est pas fini, Sophie. J'ai croisé son regard. Pour moi, ça l'est. Ce qui se passe ensuite, c'est entre toi et tes choix. Elle est partie, talon claquant dans mon escalier, la porte d'entrée fermée assez fort pour faire trembler le verre. Meredith s'est attardée un moment de plus. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Finalement, elle a murmuré « Je suis désolée, Sophie » et a suivi sa mère dans les escaliers. Mon père est resté. Il s'est rassis dans le fauteuil olive et a fixé ses mains, et aucun de nous n'a parlé pendant un très long moment. Le radiateur fredonnait, la maison en pierre se stabilisait. La photo de ma mère nous regardait depuis le mur. Les conséquences sont arrivées par vagues au cours des 72 heures suivantes, chacune plus précise que la précédente. Lundi matin, 9 heures. L'appel de Marge est arrivé. Une lettre de la banque envoyée par coursier au bureau à domicile de Richard. En tête gras, tampon urgent rouge, le genre de document qui vous donne froid aux mains avant d'avoir fini le premier paragraphe. La fiducie familiale Moreau était en dessous de 13 millions de dollars du seuil de garantie requis. Richard avait 60 jours pour soit injecter des capitaux supplémentaires, soit liquider des actifs. 2 propriétés commerciales, un complexe de bureaux à White Plains et un centre commercial à Stanford, devraient être vendus. Richard a engagé son propre avocat cet après-midi-là. Pas l'avocat de Diane, le sien. Une femme nommée Patricia Hall d'un cabinet de taille moyenne à Manhattan, recommandée par un collègue que Diane n'avait jamais rencontré. Patricia a extrait les dossiers financiers complets de la fiducie, chose que personne n'avait faite de manière indépendante depuis plus d'une décennie. Ce qu'elle a trouvé était la deuxième détonation. Au cours des 15 dernières années, Diane avait autorisé environ 2,3 millions de dollars de retrait du compte d'exploitation de la fiducie, classé dans les dossiers comme dépenses familiales.
L'audit de Patricia a révélé quels étaient tout sauf cela: achats personnels, voyage en première classe, retraite spa, frais de style de vie de Meredith, un acompte pour une propriété de vacances dans les Berkshires qui était titrée uniquement au nom de Diane. Rien de tout cela n'avait été approuvé par le fiduciaire en exercice. Rien de tout cela n'avait été divulgué à Richard. Tout constituait une violation du devoir fiduciaire en vertu des documents régissant la fiducie. Diane a eu le choix. Rembourser les 2,3 millions de dollars via un plan structuré ou faire face à une responsabilité civile et à une éventuelle révocation en tant que cofiduciaire. L'adhésion au club de pays est restée gelée. Les polices d'assurance ont expiré. Les cartes de crédit de Meredith sont restées sombres. Étage 2 jours après l'appel de Marge, Meredith Moreau a discrètement désactivé son compte Instagram. Aucune annonce, aucun message d'adieu, juste une seule histoire qui disait « Je prends du temps hors ligne ». C'était la première chose honnête qu'elle avait publiée depuis des années. Une semaine après la fête, mon père a appelé. Pas par l'intermédiaire de Diane, pas par l'intermédiaire d'un secrétaire ou d'un intermédiaire de planification. Il a décroché le téléphone lui-même et a composé mon numéro et a demandé si je voulais prendre un café avec lui. Nous nous sommes rencontrés dans le bistrot français de l'Upper East Side, celui avec les nappes blanches et les casseroles en cuivre, celui que ma mère aimait. Il était déjà assis quand je suis arrivé. Il avait l'air plus vieux, pas de la manière graduelle dont le vieillissement fonctionne habituellement, mais de la manière soudaine, comme si une décennie lui était tombée dessus en 7 jours. Le col de sa chemise était desserré. Ses yeux étaient ombragés. Il ne s'était pas bien rasé. Sur la table devant lui se trouvait la boîte en velours. « Je l'ai ouverte » a-t-il dit. La boussole en laiton reposait dans sa paume. J'avais passé des semaines à la restaurer, à nettoyer la patine, à réparer la charnière, à polir le boîtier jusqu'à ce que les initiales gravées soient à nouveau lisibles. CH. Catherine Aye. Ma mère la lui avait donnée au cours de leur 2e année de fréquentation quand il lui avait dit qu'il voulait construire des choses, et elle lui avait dit qu'il devait d'abord savoir dans quelle direction il se trouvait. Mon père a tourné la boussole dans ses mains. L'aiguille fonctionnait toujours, tremblante, se stabilisant, pointant juste. Elle était ma boussole, a-t-il dit. Ta mère et moi avons laissé quelqu'un d'autre diriger. Il pleurait doucement, comme pleurent les hommes de sa génération. Mâchoire serrée, yeux qui débordent, aucun son. Je ne l'avais pas vu pleurer depuis les funérailles il y a 23 ans. Je n'ai pas dit que ça allait parce que ça n'allait pas. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps. Mais j'ai dit, je suis contente que tu sois là, papa. C'est un début. Il m'a dit qu'il avait demandé à Diane de quitter temporairement la maison. Pas un divorce, pas encore, mais une séparation. Elle logeait dans un hôtel à Scarsdale. Il avait besoin d'espace, a-t-il dit, pour comprendre ce qui était arrivé à sa vie pendant qu'il ne faisait pas attention. Nous avons commandé du café. Puis, sans le planifier, nous avons tous deux commandé le croque-madame, la commande habituelle de ma mère chaque dimanche à la même table. Aucun de nous n'en a parlé. Nous n'avions pas besoin de le faire. 2 semaines après la fête, Diane est venue à ma porte seule. Pas de mascara cette fois, pas de robe de soie. Elle portait un manteau en cachemire gris sur une robe noire simple, et son visage était nu. Pas de fond de teint, pas de travail de camouflage minutieux, juste la carte brute d'une femme de 58 ans qui n'avait pas dormi. Le bracelet d'amour Cartier avait disparu de son poignet. J'ai appris plus tard qu'elle l'avait vendu pour commencer à rembourser les 2,3 millions de dollars. Elle n'a pas sonné à l'interphone. Elle a dû suivre quelqu'un à travers la porte d'entrée. J'ai ouvert la porte de mon appartement et je l'ai trouvée debout sur mon palier, les bras le long du corps, semblant plus petite que je ne l'avais jamais vue. « Tu as tout ruiné ce que j'ai construit » a-t-elle dit. Ce n'était pas en colère. Ce n'était pas joué. C'était la chose la plus plate, la plus honnête que Diane Paxton m'ait jamais dite. Je me suis appuyé contre l'encadrement de ma porte. Tu as construit sur la fondation de quelqu'un d'autre, Diane. L'argent de ma mère, le mari de ma mère, même la fille de ma mère. Tu as essayé de m'effacer pour garder la scène pour toi seul. Elle a tressailli. Pas le tressaillement théâtral, le vrai, le genre qui se produit dans les muscles autour des yeux avant que le cerveau ne puisse l'éditer. Et puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. J'avais peur, Sophie. Chaque jour pendant 23 ans, j'avais peur qu'un jour tu te présentes et que tu prennes tout.
Sa voix s'est brisée. Et tu l'as fait. Je l'ai regardé. J'ai compris la peur. Compris comme on comprend la pourriture à l'intérieur d'un mur qu'on a ouvert. Ça n'excuse pas les dégâts, mais on peut voir d'où ils ont commencé. Je n'ai rien pris qui soit à toi, ai-je dit. J'ai pris ce qui était à moi. La différence, c'est que tu n'as jamais compris qu'il y avait une différence. Elle a soutenu mon regard un long moment. Aucune excuse n'est venue. Je n'en attendais aucune. Diane Paxton était beaucoup de choses, mais elle n'était pas une femme qui s'excusait. Pas envers moi, pas envers quiconque elle avait placé en dessous d'elle dans l'architecture de sa vie. Elle s'est retournée et a descendu les escaliers. J'ai écouté ses pas, plus lents que je ne les avais jamais entendus. Pas de claquement de talons de créateur cette fois, juste le doux bruit de chaussures plates sur du vieux bois. J'ai fermé la porte, appuyé mon front contre elle, respiré. 3 mois plus tard, je me tenais à nouveau sur une scène, mais cette fois, personne n'a demandé à la sécurité de me retirer. La National Trust for Historic Preservation a tenu son gala annuel à Washington, D.C., un événement en tenue de soirée dans une salle de bal Beaux-Arts restaurée, ferronnerie et plafond voûté, et le genre d'artisanat qui vous fait croire que les gens construisaient autrefois des choses pour durer. J'étais là en tant qu'invité d'honneur, invité à présenter le projet inaugural de la Fondation Catherine Aye, une organisation à but non lucratif que j'avais créée en utilisant une partie des fonds de la fiducie pour restaurer des bâtiments historiques menacés dans des communautés mal desservies. Mon premier projet, un centre communautaire dans un quartier autrefois sous-desservi de Baltimore, construit en 1912, abandonné en 1987, condamné en 2014. Nous le ramenions. Mur porteur, carrelage d'origine, tout le squelette sauvé. Je portais une robe vert émeraude cette nuit-là, simple, bien coupée. Les boucles d'oreilles en perles Mickey Moto de ma mère derrière moi sur l'écran en lettres de 6 pieds de haut. La Fondation Catherine Aye, préservant ce qui compte. Mon père était dans le public, au premier rang. Il avait conduit de Westchester seul. Pas de Diane à ses côtés, pas d'entourage, juste Richard Moreau dans un costume bleu marine, assis droit regardant sa fille parler. J'ai parlé de bâtiments, de ceux que tout le monde longe sans voir, de ceux qui sont condamnés parce qu'il est plus facile de démolir quelque chose que de faire le travail difficile, lent et peu glamour de découvrir ce qui est encore bon en dessous. J'ai parlé de ma mère, une architecte que je ne savais pas être architecte, qui construisait des choses qui tenaient pendant des décennies parce qu'elle comprenait que tout ce qui est beau commence par la structure. Quand j'ai eu fini, la salle s'est levée. Mon père s'est levé le premier. Après, il m'a trouvé près du vestiaire. Il tenait quelque chose, un paquet rectangulaire plat enveloppé dans du papier brun. Je l'ai ouvert et je me suis figé. C'était l'aquarelle architecturale que je lui avais donnée à la fête de retraite. Le plan d'origine de son premier bâtiment, celui que j'avais restauré des archives du comté. Il l'avait fait encadrer dans du noyer foncé, verre de qualité musée, matage d'archives, tout le traitement. Il est sur mon mur depuis le jour où tu me l'as donné, a-t-il dit. Je ne l'ai juste jamais dit à Diane. J'ai tenu le cadre contre ma poitrine et j'ai regardé mon père, cet homme imparfait, effrayé, qui essayait. Et je n'ai pas dit que ça allait. J'ai dit, merci, papa. Ça signifie plus que tu ne le penses. Nous sommes sortis ensemble dans la nuit fraîche de décès. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre manuscrite par la poste. Pas d'adresse de retour sur le devant, mais j'ai reconnu le papier à lettres. Meredith. 3 pages recto verso en écriture soignée. Des excuses. Pas du genre performatif. Pas du genre qui s'explique lui-même, mais du genre brut, maladroit, honnête qu'une femme de 26 ans écrit quand elle voit sa vie clairement pour la première fois. Je n'ai pas encore répondu, mais la lettre est sur mon bureau à côté de la lettre de ma mère, à côté de la boîte à boussole. Certaines choses prennent du temps. Certains bâtiments ne peuvent pas être restaurés en une saison, mais la fondation, la vraie, celle sous tout, est solide. C'est donc mon histoire. Je n'ai pas gagné parce que j'ai crié plus fort. Je n'ai pas gagné parce que j'avais plus d'argent ou plus de pouvoir ou plus de cruauté que les gens qui ont essayé de m'effacer. J'ai gagné parce qu'il y a 23 ans, pendant qu'elle mourait, ma mère s'est assise avec un avocat, un stylo et une pile de papier juridique et a construit quelque chose qui tiendrait. Elle ne l'a pas fait avec drame. Elle ne l'a pas fait avec colère. Elle l'a fait avec structure. La même façon qu'elle construisait tout.
J'avais l'habitude de penser que la force signifiait endurer. Se présenter à chaque dîner, s'asseoir à la petite table, conduire à la maison en silence, avaler tout ce qui était servi et appeler ça une famille. Je pensais que si j'étais assez patiente, assez silencieuse, assez bonne, quelqu'un finirait par me voir. Personne n'allait me voir. Pas parce que j'étais invisible, mais parce que les gens autour de moi avaient décidé que mon invisibilité était pratique. Et la seule personne qui pouvait changer cela était celle qui se tenait dans le miroir. Si vous écoutez ceci et que vous reconnaissez quelque chose, les murmures, l'exclusion, la façon dont votre nom est mal orthographié à dessein, la façon dont vos réalisations sont accueillies par le silence pendant que celles de quelqu'un d'autre reçoivent une ovation debout. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas faux. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous n'êtes pas celui qui crée des problèmes. Et vous n'avez pas à vous mettre le feu pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Ma mère m'a laissé une lettre. Elle disait, trouve-le. Et ce que j'ai trouvé n'était pas seulement un avocat ou un document de fiducie ou 17 millions de dollars. J'ai trouvé ce qu'elle protégeait vraiment tout ce temps. Mon droit de prendre de la place. Merci, maman, pour la lettre, pour Monsieur Aldridge, pour les perles, pour m'avoir appris que certains bâtiments valent la peine d'être sauvés, y compris celui dans lequel je vis. Avant de partir, si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un avec qui vous devez fixer une limite, partagez-la avec lui, pas comme une arme, mais comme un miroir.